Hello les amis, il n'est pas impossible que nous soyons déjà en direct. C'est le mercredi, c'est MVP, c'est 2 fois par mois, donc on est à l'arrache, on est à la brutale. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'intro. Il est 8h23, on est tombé, on est tombé du lit. Mais oui, mais oui. Et oui, ce n'est pas le. C'est bien aussi de changer les petites habitudes. À l'ancienne. Je sais pas si au tout début, il y a 5 ans, si je lançais des streams. Oui, c'est pas impossible si je lançais des streams comme ça, genre très à l'arrache comme ça. Vous allez bien? Ça va? 8 regardez-moi cette heure, 8h24. 8h24, comment ça, il y a un anniversaire? C'est le JT du 37. Qu'est-ce que c'est que cet anniversaire? Hello tout le monde, ravi de commencer ma journée d'anniversaire avec vous. Est-ce qu'on peut souhaiter un bon anniversaire à JT du 37 s'il vous plaît? Donc, le contexte. Je vois que j'en ai réveillé certains dans le chat. Le contexte. Il est 8h24, nous sommes le mercredi 3 décembre. 2 mercredis par mois, je suis pas à la maison. Voilà. Je suis dans les studios de MVP, ils sont juste devant moi, ils sont magnifiques. Il y a une équipe incroyable qui est en train de préparer le studio. Et ces jours-là, en fait, je vous propose une revue de presse plus courte, d'1h30, puisque MVP est à 10h. L'idée, c'est de vous proposer une revue de presse au lieu de ne pas vous en proposer. Donc elle fait pas 3 heures, mais il fait 1h30. Comme ça, vous avez quand même une petite revue de presse. Alors, le problème, c'est que du coup, elle est tôt. Ici, ça lance à 9h, ça lance à 9h30, ça lance parfois à 10h. Voilà. Et ce matin, ce mercredi, ça lance à 8h25. Voilà. Mais l'intérêt, c'est qu'on va avoir une vraie revue de presse d'1h30. Donc le bonjour, je vais le faire pas trop long. Le sommaire, il va être assez accéléré aussi, pour qu'on ait quand même du contenu. Voilà. Et puis que en replay également, sur YouTube, sur Twitch, en podcast audio, on est de la matière. Voilà. Bon, vous, comment ça va? Là, j'ai déjà mis on n'est pas sur TikTok ce matin, hein. Le mercredi, on est que sur Twitch. Comment ça va, vous? Jour pluvieux, j'ai pas fait attention. Va-t-on enfin parler de la sextape aujourd'hui? Ah, c'est drôle ça, ouais, la sextape du maire de Saint-Etienne dont on a parlé hier. Il y a des gens qui étaient obsédés par cette histoire, on en a parlé hier, effectivement. Ouais. J'aime faire le mur pour clubber, Sam. Ok, ok, ok. Ce matin, plus d'abonnements à Press Reader via la BNF. Qu'est-ce qui s'est passé, Théo Welly? J'ai vu Zootopie avec les enfants, ouais. Le petit, je sais pas, il devait être trop petit, celui-là, il n'a pas accroché. Ouais. J'ai pris la dure décision de démissionner, me dit Hard Gamer. Je suis en plein bore out. Force, mon ami. Mitigé entre incertitude côté pro et fin d'année, me dit MMG. Il fait chaud dans mon lit, je veux pas me lever. Oh putain, je sais, Rio. Mais Rio-horreur, à qui le dis-tu? À qui le dis-tu? C'est tellement. Moi, je suis à la rue en ce moment. Je me traîne. Mince, il a pas relevé la ref à son interview. J'aime faire le mur pour clubber. Ah, j'ai parlé de ça. Ah ouais, mais, mais les gars, j'invente mon interview. Ah non, mais c'est normal que j'ai pas les rêves de mes interviews. J'improvise. Je ne sais jamais ce que je vais raconter. La plupart du temps, j'invente. Les gens ne se sont pas rendus compte encore. Non mais moi, quand on me pose des questions, j'invente. J'invente. Donc c'est normal que j'ai pas les rêves de mes interviews. Après, je ne sais pas ce que je raconte. L'interview terminée, je ne sais pas ce que j'ai dit. L'interview suivante, je raconterai autre chose. Ah ouais, alors me sortez pas des rêves de mes interviews, les gars, je n'ai aucune idée de ce que je raconte. Donc je disais en ce moment c'est dur. Vous, je ne sais pas. Moi, je me traîne. Je suis allé au lit à 20h hier soir. Salut Ryunabu. Je suis allé au lit à 20h hier soir. À 20h, voilà. Après, la journée a été. C'était une bonne journée. J'ai fait la revue de presse hier. J'avais, je sais plus, une réunion début d'après-midi. Un petit rendez-vous médical après. Je suis rentré à la maison. J'ai bossé sur MVP. Donc en gros à 20h, 20h30 hier soir, l'émission était prête. Après, il faut que j'attende 22h, 23h pour avoir les premiers journaux téléchargeables en PDF. Et donc je me suis dit, voilà, je suis crevé, je vais me lever plus tôt, quoi. Et donc j'ai pas bossé les journaux hier soir, je suis au lit à 20h. J'ai dormi un sommeil un peu haché, mais j'ai dormi, c'est énorme, j'ai dormi 7 ou 8 heures, quoi. Oh, même plus. Mais je sais pas si c'est l'hiver. Mon épouse dit que c'est l'hiver. Mon épouse dit que c'est l'hiver, c'est normal, on est un peu en mode hibernation. Mais je me traînasse, quoi. Je me traînasse, quoi. Voilà. Et puis aujourd'hui, c'est une journée folle. La revue de presse maintenant, MVP ensuite.
J'ai une équipe du magazine pour les jeunes Phosphore qui m'accompagne toute la journée. Il y a la journaliste qui va me rejoindre dans un instant, que je vous présenterai. Je pense qu'elle va passer une tête, voilà. Ensuite, j'ai 4 ou 5 chroniques, 4 chroniques à enregistrer pour MVP. C'est Apolline, la journaliste de Phosphore, chercher son prénom. C'est un très joli prénom. 4 ou 5 chroniques pour enregistrer pour MVP. Après, je fais un petit feat pour. Comment il s'appelle le beau gosse là Jamy Gourmaud. Après, j'ai encore un petit rendez-vous rapide chez le médecin. C'est l'hiver, je fais la tournée. Et ce soir, je vais essayer de faire du Skyrim. N'en peux plus. Bon, j'arrête de me plaindre. Est-ce que vous êtes prêts pour la revue de presse? Bim, on y va. Le cycle circadien change en hiver avec des journées plus courtes. Circadien? Ah oui, c'est-à-dire que. Mais quel rapport avec le cirque? Quel rapport avec le cycle circadien? Quel rapport avec l'univers du cirque? C'est le mec qui comprend rien. C'est circassien, je crois, on dit ça, hein? Hein? C'est ça? Je- Des journées plus courtes, moins de soleil et moins de vitamine D. Ah ouais, bah je le sens bien, hein. Je le sens bien là, ouais, ouais. C'est circassien pour l'univers du cirque, hein, c'est un très joli mot d'ailleurs. Grand Cactus, incroyable Grand Cactus CLQ, incroyable. L'émission est formidable, les gens là-bas sont formidables. C'est une émission formidable. Ok les amis, regardez, il est 8h30 pile. Eh ben on va y aller, ce qui nous donne 1h30 de revue de presse, qui sera un peu interrompue. Je pense que la journaliste de Phosphore, Apolline, va nous saluer. On aura un moment le maquillage pour MVP, etc. Donc on y va sans plus tarder pour que vous ayez un maximum d'infos. Normalement, alors je suis pas sur mon setup habituel, je vais lancer le sommaire, normalement ça devrait marcher. Ah ça marche pas. Ah on n'aura pas les TC. Ah bordel. Ouais, parce qu'en fait j'ai un sommaire qui est incroyable. Ah zut. J'ai un sommaire qui est incroyable, mais ici je l'ai importé sur un setup qui est pas le mien et je m'en doutais. Regardez, il prend pas les TC. Ok, c'est pas grave. Bah tant pis pour pauvre Vincent. Je te fais les TC si tu veux. Je veux bien Sugar. Tu veux bien? Ouais. Ok. Tu veux bien? Tu me les envoies genre tu m'envoies un message après, comme ça je les enverrai à Vincent. Ok. Donc on va dire 8h31, bim, sommaire. Ok. C'est parti. Merci, vous êtes super. Let's go. Alors de quoi je vous parle ce matin? Bon, vous le voyez depuis tout à l'heure. Vous avez la une du Figaro qui dit. Merci Captain Oui, oui, bienvenue. La une du Figaro ici, on va faire le point sur l'avenir de l'Ukraine. La une du Figaro, elle est celle-ci. L'Amérique tente de rallier Poutine à son plan de paix. Attendez, non, non, je vous le refais. Non, pour un sommaire, il faut un joli bonjour. C'est plus joli en replay en podcast, ok? TC 8h31, c'est parti. 3, 4. Les amis, bienvenue dans la revue de presse la matinée Étienne. Ce matin un peu plus courte, 1h30 parce que c'est juste avant MVP. Bienvenue à ceux qui nous écoutent en direct sur Twitch, qui vont nous écouter en replay sur Twitch ou YouTube et qui nous écouteront en podcast à partir de 15-16h cet après-midi sur toutes les plateformes de podcast. Deezer, Spotify, Apple Podcast et autres. Let's go! Alors, qu'est-ce qu'on a ce matin? Plein de choses. Alors je vais essayer d'aller vite. D'abord, je vous propose un petit sommaire. L'essentiel de l'actu en quelques semaines pour ceux qui ne peuvent pas me consacrer 1h30 ce matin. Let's go. Ah, c'est pas la bonne source capturée, c'est le dashboard par l'overlay que tu as dans la scène. Ah. Bon, on verra ça une autre fois. Alors, de quoi nous parle le Figaro ce matin en sa une? Il nous parle de l'avenir de l'Ukraine, de l'éventuel plan de paix pour l'Ukraine. La une du Figaro est celle-ci. L'Amérique tente de rallier Poutine à son plan de paix. Avant sa rencontre mardi avec les émissaires de Trump à Moscou, ok, le président russe a exprimé sa défiance envers les Européens dont les positions sont absolument inacceptables, a dit Poutine. Voilà. C'est une complexité, là, les discussions autour de l'Ukraine, c'est fou, on va essayer d'y voir un peu plus clair. À Moscou, les envoyés de Trump défendent son plan de paix pour l'Ukraine devant Poutine, celui qui a été un peu amendé, hein, parce que la première version était vraiment très alignée sur les positions russes. Voilà, après, on a compris que d'ailleurs une partie de ce plan avait été dictée directement par Moscou. Alors, depuis, ils ont rencontré les émissaires ukrainiens. Ce plan de paix aurait été amendé. Où on en est, on essaiera de comprendre un petit peu. On a un article dans le Figaro là-dessus. Voilà. Et on a un article dans Libération aussi qui nous dit que Poutine menace directement l'Europe d'une guerre.
Le président russe qui a assuré hier, mardi, être prêt à la guerre contre l'Europe en l'accusant d'empêcher les efforts des États-Unis pour conclure une paix avec l'Ukraine, quelques minutes avant de rencontrer les émissaires américains. Quand Libération écrit Poutine menace directement l'Europe d'une guerre, qu'est-ce que ça veut dire exactement? On se penchera là-dessus ensemble avec Libé. Un débat dont vous me parlez depuis quelques jours. Peut-on labelliser les médias sans risquer de les censurer? Voilà. C'est notamment les médias de la galaxie Bolloré qui sont un peu en boucle là-dessus, qui ont contribué à médiatiser ce sujet, ou à le rendre polémique, c'est selon. Et du coup, certains d'entre vous m'ont dit, mais tiens Sam, pourquoi tu ne nous parles pas de cette volonté du président Macron de labelliser les médias? Voilà. Donc on a une page dans La Croix qui nous explique un petit peu les tenants et les aboutissants de cette histoire. L'engagement d'Emmanuel Macron en faveur d'une démarche de certification des médias, c'est intéressant. Respectant les bases de la déontologie, suscite des accusations d'atteinte à la liberté d'expression. Voilà. Censé contrecarrer les informations, à quelles conditions cette mesure peut-elle atteindre son but? Ce débat il est vraiment passionnant. Est-ce qu'il faut un label pour les médias en France? Il faut un label de qualité pour les médias. Quelle forme prendrait ce label? Et puis, débat de fond, c'est quoi un média de qualité? Voilà. Est-ce qu'il faut un organisme qui aurait le pouvoir de dire bah, tel média il est de qualité et tel média il ne l'est pas? Voilà. Est-ce qu'il faut un organisme comme ça? Première question. Si oui, c'est pas sûr, quel est cet organisme? Voilà. Et 3, est-ce que c'est le rôle de l'État de le faire? Sachant qu'en fait, si on gratte un petit peu l'information, on se rend compte que la polémique du moment sur c'est l'État qui veut donner ce label, elle est fausse en fait. Puisque Macron ne l'a jamais dit, il a même dit exactement l'inverse, Macron. Il ne faut absolument pas que ce soit l'État qui le fasse, mais ses propos étaient un petit peu détournés pour que ça fasse une jolie petite polémique. Donc on se penchera là-dessus. Et d'ailleurs, ce qui permet aux Échos de faire un article ce matin. Les Échos, dans cette polémique, là, ils ont vu un truc intéressant en disant ok, il y a le débat sur la labellisation, mais il y a un article dans les Échos qui nous dit ce qui est intéressant dans cette polémique, c'est que vraiment, on voit que le groupe Bolloré, le groupe médiatique Bolloré, donc JDD, Europe 1, CNews, vraiment est en capacité maintenant de dicter l'agenda médiatique, de provoquer des débats. Ouais, de par sa puissance. Je lis ces quelques mots. La droite LR s'est emparée de la vraie fausse polémique sur la labellisation de la presse lancée par les médias Bolloré. Le groupe est devenu un acteur politique. Extrêmement intéressant. C'est un article dans les Échos. La une de l'humanité, elle est dure, mais elle ne vous surprendra pas si vous connaissez un petit peu le monde de l'agriculture, qui est un très beau monde, mais qui est un monde qui est difficile, avec beaucoup d'agriculteurs qui n'arrivent pas à vivre décemment de leur très beau métier, et qui rappellent l'humanité. C'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps, mais c'est bien que l'humain en parle. Il y a une proposition de loi sur le sujet. Retour de la Pravda. Ah bah justement, Aroufang, tu vois, retour de la Pravda, ça c'est les éléments de langage de la sphère Bolloré. C'est exactement ça. C'est intéressant qu'il soit arrivé jusqu'à toi, à Ruffang, parce qu'en fait c'est typiquement les mots utilisés depuis quelques jours par Europe 1, CNews, le journal du dimanche, voilà. Et c'est intéressant de voir l'influence aujourd'hui de cette sphère Bolloré, alors qu'en fait le président Macron a bien dit lui que c'était pas à l'État de s'en occuper. Très intéressant, tu vois. En fait, sans le savoir, tu nous montres effectivement la puissance de cette sphère. Donc je reviens aux agriculteurs, vous le savez peut-être, mais en fait le taux de suicide parmi les agriculteurs, il est fou. Il est fou. Voilà. Chaque jour, un agriculteur se suicide en France. Une proposition de loi, c'est pour ça que l'Humanité en parle ce matin, et c'est bien que l'humain en parle, vise à améliorer les dispositifs d'accompagnement de prévention pour les agriculteurs. Voilà. Reste à soigner l'origine du drame, la précarité de la profession. Voilà. Je trouve ça formidable que l'Humanité consacre un dossier là-dessus. Il y a environ 300 agriculteurs qui sautent la vie chaque année en France. Voilà. Surmortalité par rapport aux autres professions. Là, il y a une statistique sur laquelle on se penchera tout à l'heure. Un salarié agricole présente un risque de se donner la mort supérieur de 77% à l'ensemble de la population. Donc il y a vraiment un fait tragique autour des agriculteurs, on en parlera tout à l'heure. Je pense que la plupart d'entre vous, vous le savez déjà. Voilà. Autre article, vous le voyez, début d'une ère d'abondance, 2025. Alors ça c'est très étrange.
Vous savez, les médias, ils rapportent surtout des mauvaises nouvelles, quoi. Des choses un petit peu anxiogènes, en disant, voilà, là, ça va pas, faudrait s'en occuper, ça va pas, faudrait s'en occuper. C'est le rôle des médias, d'être un petit peu des lanceurs d'alerte, de dire ce qui ne va pas, finalement, dans notre monde, pour que nous soyons en capacité, nous, les citoyens, éventuellement, de le changer. Donc, des articles très positifs, il y en a, mais il n'y en a pas 1000, quoi. Et là, un article dans les Échos un peu étonnant qui dit 2025, le début d'une ère d'abondance. En fait, 2025, cette année que nous vivons là, c'est le début de c'est le début de la fête, quoi. Ça va être formidable. On va vers une abondance. On va vers des taux de croissance de psychopathes, quoi, avec les révolutions technologiques, l'IA, etc. Et, tout. Et donc c'est volontairement un article de Nicolas Bouzou, hein, qui est un économiste et essayiste dans les Échos, qui prend un peu le contre-pied de l'amorosité ambiante. Non, pas 2025, 2025. Non, pas 2026. Croque-douille, il veut dire 2026. Non, non, 2025. C'est pas écrit assez gros? Comment ça se passe? Voilà. Et alors ça, c'est très bizarre comme propos de dire que, en gros, c'est formidable ce qui est en train d'arriver, quoi. Et on va se pencher là-dessus. Voilà. Pourquoi Nicolas Bouzou est aussi optimiste? Bon, ça change un petit peu, mais c'est pas inintéressant. Et puis on terminera avec, pour le coup, une bonne nouvelle, mais pour un pilote français. Alors si vous êtes fan de F1 dans cette communauté, si je dis pas de bêtises, du côté de la MMG notamment, il y a des passionnés de sport auto et notamment de Formule 1. On a un pilote français, si je dis pas de bêtises, c'est ça, hein? Je sais pas, moi j'ai un peu perdu la F1. C'est ça, hein? Alors c'est Adjar, son nom de famille, je crois que c'est Isaac, son prénom. Et en fait, alors il a plein de petits surnoms sympas, le Petit Prost, voilà. Et donc c'est un espoir incroyable. Et l'info qui vient de tomber, il fait la une de l'équipe même d'ailleurs ce matin. Voilà. Alors certains disent franco-algérien, moi j'ai un Parisien qui dit français. Il a la... Attention, parce que français dont les parents ou les grands-parents peuvent être algériens et franco-algérien, c'est deux choses différentes. Est-ce qu'il a la double nationalité? Quand vous dites franco-algérien, ça voudrait dire qu'il a la double nationalité. Est-ce qu'il a la double nationalité? C'est ça la question. Alors il court sous drapeau français. Ah oui, c'est ça aussi. C'est aussi sous quelle couleur il court, bien sûr. D'accord. Ah, MMG, justement, dont je parlais. Ah, MMG, je parlais de ta passion pour la F1. Il a la double nationalité, mais il représente la France sportivement. Ah, c'est pour ça que le Parisien le présente comme français. D'accord, ok. Très bien. Bon, bah c'est intéressant. Bon, en tout cas, c'est un grand talent et il rejoint Verstappen chez Red Bull pour la prochaine saison. Voilà, c'est ça l'info. Alors, je vous ai pas montré la une du Parisien, mais il fait quand même la une du Parisien, ce jeune homme, ce matin. MMG, tu restes avec nous, tu me diras ce que tu en penses, parce que manifestement, c'est un pilote qui est très talentueux. Voilà. Voilà pour le sommaire. Les amis, vous avez l'essentiel de l'actu. Maintenant, on va prendre un petit peu le temps. Par contre, j'ai fait une petite bêtise, effectivement, sur mon nouveau sommaire, là. Sugar, tu peux me redire ce que tu me disais tout à l'heure? Tu me disais qu'en fait, au niveau de l'URL, j'ai pas mis le bon. C'est ça? Pourtant, si, c'est la même chose que sur mon PC. C'est la même chose que sur mon PC. Ouais. Ouais, je vois pas ce que je peux faire d'autre. Tu captures le dashboard et pas l'overlay de sortie. Ouais, je comprends les mots séparément, mon sugar, mais je vois pas. C'est-à-dire. Alors, le dashboard, ouais. Alors, ouais, alors ça, ok. Mais je crois que c'est ça que je fais sur mon autre PC. C'est juste que lui, il fait la traduction, en fait. Comment je chope l'overlay de sortie? Bon, peu importe, de toute façon, à la maison, c'est bon. Bon, c'est deux fois par mois, on va pas s'embêter, hein. Voilà. De toute façon, bon, mon sugar, je te laisse prendre les TC, ok? D'accord? Allez, c'est parti. Ça, en tout cas, c'est adorable. 8h42, premier sujet, on y va. L'Ukraine. L'Ukraine. Bah, tu me l'envoies en DM, sur Twitch, tu peux? En 2 secondes, Sugar? Parce que je voudrais pas perdre de temps. Tu veux? Ah, sûrement pas. Hein? Ce serait adorable. Comme ça, on va voir si ça marche. Je suis dessus, hein. Je suis sur mes DM. Le Sugar c'est un pilier de la chaîne, on va pas se mentir. Et de Valo, et de Valo. Ok, je l'ai. Ok, je l'ai. Je vous mets l'overlay. Ok.
Je tente. Sommaire Boubou, je l'appelle Sommaire Boubou. Et je le mets là. Ok. Ah bah j'ai plus rien là. Ça marche pas mon Boubou, regarde. Ça marche pas. Hein. Ouais. On va revenir en arrière, c'est pas grave. Le mieux est l'ennemi du bien. Ouais. Par contre, il faut que j'aille reprendre l'URL. Bon, on a perdu un peu de temps, c'est pas grave. Merde. Merde. Ok, pas grave, je me dépêche. Bon, de toute façon, c'est 2 fois par mois qu'on est un petit peu en mode. On est en mode un petit peu. Voilà, hop. Il est où mon overlay? Il est là. Voilà. Tac. Et tac. Voilà. C'est bon, je m'en occupe, je m'en occupe. Parce que moi, à la maison, c'est le dashboard que je mets. Et en fait, sauf que le PC te comprend, quoi. Let's go, les amis. 8h44, premier sujet, c'est parti. Je vais essayer de vous donner le maximum d'infos en 1h15. C'est une revue de presse un petit peu express. L'Amérique tente de rallier Poutine à son plan de paix. Bon, ça, c'est la Une du Figaro, ok. Avant sa rencontre mardi avec les émissaires de Trump à Moscou, d'accord, le président russe, donc Poutine, a exprimé sa défiance envers les Européens. Poutine dit que les propositions européennes en matière sur la question de la paix en Ukraine sont inacceptables. Pour sa 6e visite à Moscou cette année, Steve Witkoff, dont on a beaucoup parlé sur cette chaîne il n'y a pas longtemps, dont on s'est rendu compte, l'émissaire personnel de Trump, qu'il était assez proche de Moscou, s'était fait accompagner mardi du gendre du président, Jared Kushner. Les deux hommes ont présenté donc mardi à Poutine le plan de paix initialement élaboré avec la partie russe, parce que ça sont des médias américains qui l'ont montré, le fameux plan de paix de Trump pour l'Ukraine, qui était très très proche des positions russes. On s'est rendu compte par des indiscrétions, des fuites publiées par les médias américains qu'en fait ce plan de paix avait été élaboré, américain en grande partie, avec Moscou. Bon, ça fait un peu désordre. Et on n'en parlons pas avec les Ukrainiens. Bon, depuis, ce premier plan de paix qui a été repoussé par les Ukrainiens, par les Européens, a été amendé a priori avec les Ukrainiens. La prudence restait de mise, le président russe ayant juste avant accusé les Européens d'appartenir au camp de la guerre. Donc ça, ce sont aussi les propos de tous les pro-russes. Alors d'abord de Poutine, c'est la position officielle russe, et de tous les pro-russes qu'on voit parfois arriver dans le chat ici, hein. On en a eu pas mal hier, vous savez, qui disent que en fait c'est pas la Russie qui provoque la guerre, c'est l'Ukraine et c'est les Européens, et que on a eu des gens dans le chat hier qui nous ont expliqué, on a eu du mal à les comprendre, mais que l'agresseur c'était l'Ukraine et que le pays attaqué c'était la Russie. Alors on n'a pas bien compris tout, mais c'était un peu le propos. Voilà, donc c'est ce que dit Poutine, hein, les Européens appartiennent au camp de la guerre et les Européens soutiennent des positions absolument inacceptables. Pour le Kremlin, la question territoriale, celle des garanties de sécurité, restait plus complexe. La Russie a revendiqué mardi la conquête de Pokrovsk dans le Donbass, information qui a été démentie par Kiev. Les négociateurs américains envisageraient de rencontrer la partie ukrainienne en Europe ce mercredi au retour de Moscou. Bon, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'il y a beaucoup de discussions. Il y a un édito du Figaro que je trouve très intéressant, qui va peut-être un petit peu nous éclairer là-dessus, qui est signé Philippe Gély, je vous le lis. Sur l'international, les éditos, les analyses du Figaro, les éditos du Figaro sont souvent très intéressants. Diplomatie russo-américaine. La diplomatie se part parfois de masques trompeurs. La rencontre qui a eu lieu mardi à Moscou entre les émissaires de Trump et Poutine avait les apparences d'une négociation difficile, sur le sort de l'Ukraine et accessoirement l'avenir du continent européen. En réalité, on peut craindre qu'il ne soit s'agit d'une discussion de connivence entre deux partenaires, États-Unis et Russie. Quand je dis Russie, c'est pas les Russes, hein, c'est l'État russe, bien sûr, c'est le pouvoir politique russe et Moscou. Hein. De la même manière que l'État russe, c'est pas forcément tous les Russes. Le pouvoir politique russe, c'est pas forcément tous les Russes. C'est comme si je vous disais, les Français, c'est Macron, quoi. Hein, vous avez bien compris. Mais c'est un raccourci de langage. Donc, deux camps, voilà, deux alliés, hein, que seraient les États-Unis et la Russie. Une connivence entre deux partenaires tournés vers un objectif commun, en finir avec la guerre à l'avantage de chacun,
à l'avantage de la Russie et des États-Unis, avantage territorial et géopolitique côté russe, hein, économique et réputationnel pour l'américain. C'est pas mal. Les derniers épisodes de cette saga l'auront amplement démontré, il y a désormais deux camps bien identifiés. L'un russo-américain, l'autre euro-ukrainien. Quand le premier, le camp russo-américain, s'emploie à décider ce qu'il adviendra du second, cela risque fort d'être au détriment de celui-ci. Un arbitre de bonne foi eût imposé la présence de toutes les parties concernées à chaque étape des pourparlers. Aujourd'hui, Européens et Ukrainiens savent pertinemment que l'Amérique d'abord se soucie fort peu de leurs intérêts. Trump poursuit la gloire d'un Nobel de la paix emballé dans les ors de contrats mirifiques sur les ressources de la Syrie et de l'Arctique. Vous savez que c'est l'un des grands rêves de Trump, c'est d'obtenir le prix Nobel de la paix. Éclaboussant de profits directs sa famille et ses affidés. Si cela requiert l'abandon, cette phrase elle est importante, si ce projet, notamment réputationnel, de prix Nobel de la paix et de business is business, si ce projet requiert l'abandon de quelques territoires en ruine, déjà occupés aux trois quarts par la Russie, qu'on en passe par là. Si le régime de Kiev entend y faire obstruction, on ne va pas se plaindre qu'il trébuche sur sa propre corruption. Là où les Européens lui décernent un brevet de démocratie, on se dit à Washington que décidément la révélation tombe bien. Ce tour de passe-passe, cette combinaison fatale, dit le Polonais Tusk, se déroule sous nos yeux derrière l'apparat d'un grand jeu diplomatique. Les Européens assis sur le banc de touche ne peuvent même pas se plaindre faute d'être en mesure de proposer une autre partie. Quelqu'un doit bien parler à Poutine pour mettre fin au carnage. Le maître du Kremlin a choisi son interlocuteur, Trump, en connaissance de cause. Tant qu'il gardera la main, il ne se... il manque un mot. Il ne se... Bon, on va aller voir le Figaro. Les maniaques ici. Il ne se privera pas de fixer lui-même le prix de la paix. Voilà. C'est l'analyse du Figaro ce matin, à savoir que il y aurait, conditionnel, ce n'est qu'une analyse, une ambition russo-américaine, hein, de facto ou de jure, voilà, consciente ou inconsciente, affirmée ou pas affirmée, cachée ou pas cachée, de parvenir à un accord de paix sur l'Ukraine, au bénéfice non pas de l'Ukraine, mais de la Russie et des États-Unis. Voilà. À suivre. Et alors on a un autre article ce matin qui vient éclairer un petit peu ce sujet de l'Ukraine, qui est un article de Libération sur les derniers propos de Poutine, qui sont des propos qui sonnent quand même comme très menaçants vis-à-vis de l'Europe. Poutine menace directement l'Europe d'une guerre. Est-ce que c'est vrai ce que nous dit Libération ce matin ? Le président russe a assuré mardi être prêt à la guerre contre l'Europe en l'accusant d'empêcher les efforts des États-Unis pour conclure une paix avec l'Ukraine quelques minutes avant de rencontrer les émissaires américains. Si j'arrive à choper Paul tout à l'heure, ici, je vais lui demander, il fait 600 degrés sur le plateau de MVP. Je pense que nos invités, nos chroniqueurs vont mourir tout à l'heure. Il y a 3 heures d'émission et il fait 50 degrés. À 13 heures ici, il fera 80 degrés. On va perdre des chroniqueurs, on va perdre faites quelque chose parce que l'émission va être catastrophique. Je vous le dis, passez le message. Je ne sais pas enregistré si vous m'entendez. C'est surréaliste, j'ai jamais vu ça. D'habitude, il fait froid ici, puis à 13h il fait chaud. Mais là, il fait 50 degrés. On va se retrouver en slip. Tous, là, ça va être très bizarre comme émission. Donc, lisons cet article de Libé. Le président russe a assuré mardi être prêt à la guerre contre l'Europe en l'accusant d'empêcher les efforts des États-Unis pour conclure une paix avec l'Ukraine quelques minutes avant de rencontrer les émissaires américains. Est-ce que c'est vrai ça ? Ouais, c'est peut-être une histoire de réchauffement climatique, je suis sur le coup. Le doute n'existait plus vraiment, mais les premières images vidéo du début de la rencontre mardi entre le président russe Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff sont édifiantes. On y voit les deux hommes, et aussi le gendre de Trump, Kushner, tout sourire, faire assaut d'amabilité autour d'une table de marbre blanc ovale. Bon, qu'en matière de diplomatie, chacun soit poli, en vrai c'est pas fou comme info, mais bon. On va... Voilà. Mais c'est les propos qui sont intéressants. Donc effectivement, échange d'amabilité, bonjour monsieur le président, bon, est-ce que c'est très très grave quoi. Les images diffusées sciemment sont en contraste violent et c'est bien entendu voulu avec les propos tenus quelques minutes plus tôt par Poutine. C'est ça qui nous intéresse nous. Pour la première fois, sans doute aussi directement, le président russe n'a pas hésité à menacer l'Europe. Quels sont ses propos ? Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe, dit Poutine. Mais si l'Europe le souhaite et commence, nous sommes prêts dès maintenant. Ok. Et ce, juste avant de discuter avec les émissaires américains. L'objectif est limpide,
blâmer les Européens pour le manque d'avancée vers la fin de la guerre, entamée le 24 février 2022 par l'invasion à grande échelle des troupes russes en Ukraine. Pardon, je me mets à la place un petit peu des pro-russes, de Poutine d'abord et des pro-russes, hein, y compris dans des pays comme les nôtres, puisque dans ce chat régulièrement il y a des gens qui viennent porter ces thèses. Si on se met dans le logiciel des pro-russes, donc c'est les Ukrainiens qui sont responsables de cette guerre, hein, les Ukrainiens et l'OTAN, la Russie et l'État victime, voilà. Faut essayer de comprendre, hein. Et les Européens aujourd'hui, la France et ses partenaires, sont les responsables du fait qu'il n'y a pas de paix. Vous comprenez, parce qu'ils n'acceptent pas la paix souhaitée par Moscou, voilà, au bénéfice de Moscou. Je vous le résume, mais en gros, c'est ce que vous lirez sous la plume de certains. Pourquoi ? C'est ce que dit Libé, parce que les Européens ont eu l'outrecuidance de ne pas approuver le plan de paix, le fameux plan de paix Trump 1, je vais l'appeler comme ça, dont les médias américains ont révélé qu'en fait il avait été dicté par Moscou. Voilà. Il les a accusés de vouloir empêcher les efforts américains visant à mettre fin à la guerre. Voilà. Vous avez vu l'analyse du Figaro qui disait tout à l'heure que Trump, lui, une fin de guerre pour s'auréoler, se féliciter d'avoir été l'artisan de la paix en Ukraine, comme il espère aussi être l'artisan de la paix au Proche-Orient, il y a un intérêt. Voilà. Et Libération revient sur le fameux plan de paix en 28 points, dévoilé le 21 novembre, dont on a découvert après qu'il avait été dicté par les Russes aux Américains. Hein, ces informations vous trouverez assez facilement en faisant des recherches. Ce plan pour lequel ni l'Ukraine ni les Européens n'avaient été consultés avantageait totalement la Russie. Alors, petit rappel de ce qu'il y avait dans ce plan à l'origine. Il prévoyait notamment l'abandon à Moscou de larges portions du territoire ukrainien, une réduction drastique des effectifs de l'armée ukrainienne, l'interdiction de toute entrée dans l'OTAN. Ils sont vexés d'avoir été écartés des négociations, mais ils sont écartés d'eux-mêmes, c'était leur initiative, à railler le président russe à propos des Européens. Voilà. Alors, quant à savoir, je vais à l'essentiel, hein, quant à savoir si effectivement, comme le dit Libé dans son titre ce matin, que Poutine menace directement l'Europe d'une guerre, je trouve que ces propos sont ambivalents. C'est à vous de vous faire votre propre opinion, mais les mots de Poutine, c'est « Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe, mais si l'Europe le souhaite et commence, nous sommes prêts dès maintenant. » Bon, c'est à vous de l'interpréter. Je vais à la fin de l'article. Fait marquant, les Européens, eux, n'ont pas réagi aux propos provocateurs et menaçants de Poutine et sont restés muets. À Dublin, où il se trouvait en visite après Paris la veille, Zelensky a reconnu avoir peur que les États-Unis perdent leur intérêt pour l'Ukraine et plaidé pour une véritable fin de la guerre et pas seulement une pause dans les combats. C'est le but de la Russie d'éteindre l'intérêt des États-Unis pour cette situation, a-t-il dit. De son côté, le président américain a reconnu avoir un problème. Alors que dit Trump aujourd'hui de la guerre ? Le président américain a reconnu avoir un problème avec une guerre à laquelle nos émissaires tentent de mettre fin avec la Russie et l'Ukraine. Voilà. Ce n'est pas une situation facile. Laissez-moi vous dire quel bazar. Bon, quand le président de la première puissance mondiale impliqué dans le règlement diplomatique d'une guerre comme celle-ci dit quel bazar, on sent qu'on n'est pas sorti du truc, quoi. Ok. Je vous lis un petit peu et on enchaîne sur le débat sur la labellisation des médias en France. Hugo Fass, bonne journée à toi. Alors, la sextape à Saint-Etienne, on en a parlé hier, mon ami. Une pleine page hier dans le Parisien. Je crois que c'est dans le Parisien, tu l'as en replay. Merci, Yulka. MMG nous dit: je pense que les mots sont mal utilisés, surtout le clan Trump qui cherche juste à se faire de l'argent d'eux-mêmes, business is business, sans s'occuper des règles internationales des États-Unis eux-mêmes, ni même des lois américaines. Poutine avait aussi dit qu'il n'avait pas l'intention d'envahir l'Ukraine. C'est peut-être pas faux au Call of Duty. Samuel, dans mes lives TikTok, quand je partage des articles de presse, j'ai une restriction du live par TikTok. Comment tu fais toi? C'est une question de mise en page. C'est une question de mise en page. Si l'article, j'ai eu le même problème que toi au début, si l'article prend une place trop importante dans l'écran, en plus c'est quelque chose qui est fixe,
voilà, qui ne bouge pas, en fait, TikTok interprète ça comme un contenu problématique. Et donc, moi, j'ai réduit la taille de l'article. Je me suis mis plein pot, non pas pour une question d'ego, mais parce que TikTok préfère en fait que tu sois que la personne soit très présente, quoi. Donc en gros, je me suis mis en gros, je prends toute la place et l'article est par-dessus moi, il prend une petite place, quoi. Voilà. Essaye ça. Voilà. Ok? Les amis, ça c'est vous qui m'en avez parlé ces derniers jours, et c'est un débat qui a été très mis en avant par ce qu'on appelle les médias de la galaxie Bolloré, c'est est-ce qu'il faut une labellisation des médias en France? Labellisation des médias. Moi j'ai été associé ces derniers mois à des discussions là-dessus, notamment pour réguler la production d'informations sur les plateformes, les réseaux sociaux. Hein. Aujourd'hui, n'importe qui, c'est pas péjoratif, mais n'importe qui peut émettre des infos. On est tous devenus émetteurs d'informations, on a tous accès maintenant à des outils qui nous permettent de dire des choses, pour émettre des avis, des opinions ou des informations sur les réseaux sociaux, sur X, sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, sur Twitch. Voilà. On est tous devenus producteurs de quelque chose. Enfin, on peut tous l'être. Voilà. Et on peut tous devenir finalement émetteurs d'informations. Donc la question c'est comment distinguer une information de qualité à laquelle on peut apporter une forme de crédit et une information qui ne l'est pas. Et la question qui vient juste après c'est mais au fait c'est quoi une information de qualité? Et la question qui vient juste après, c'est mais qui dit que cette information est de qualité et cette information ne l'est pas? Vous voyez, c'est un débat qui est passionnant. Et donc là, on a un débat sur la labellisation des médias, avec une polémique qui se greffe là-dessus, avec une guéguerre entre l'Élysée et les médias de la galaxie Bolloré, donc JDD, Europe 1, CNews. Je vous explique un petit peu le sujet. L'article de la Croix est super clair. L'engagement d'Emmanuel Macron en faveur d'une démarche de certification des médias. Le président Macron, à plusieurs reprises, depuis plusieurs années déjà, dit qu'il est pour une démarche de certification des médias, respectant les bases de la déontologie, suscite des accusations d'atteinte à la liberté d'expression. Censé contrecarrer la désinformation, à quelles conditions cette mesure peut-elle atteindre son but? Je vous lis rapidement l'article de la Croix parce que je le trouve assez clair là-dessus, et après on lira un article dans les Échos sur justement le poids médiatique qu'a atteint aujourd'hui la galaxie Bolloré. Jusqu'où écrit la Croix ce matin? Je vois ça un peu comme le Nutri-Score. Bah, avec joie, ton parallèle il est totalement pertinent, tu verras qu'à un moment on en parle. Il y a un côté Nutri-Score de l'info, ouais. Exactement. Jusqu'où ira la polémique autour de la labellisation des sites d'information défendus par Macron? Ok. Celle-ci ne cesse de rebondir depuis que le chef de l'État a plaidé une première fois pour un tel système le 19 novembre dernier à Arras. C'était lors d'une rencontre avec les lecteurs de la Voix du Nord. Donc, en fait, c'est pas la première fois, il en parle depuis des années, mais c'est vrai qu'il l'a dit publiquement ici. Réaction aussitôt de certains médias, tentation du ministère de la Vérité, c'est alarmé le journal du dimanche, donc qui a été racheté par Bolloré il y a quelques années. Alors que sur CNews, le président du RN, Jordan Bardella, a accusé l'Élysée de toucher à la liberté d'expression. Et même a accusé le président Macron de tentation autoritaire. C'est un débat qui est vraiment important. Le chef des LR, républicains, Retailleau, a quant à lui lancé une pétition carrément contre une dérive aussi scandaleuse que dangereuse. Réaction indignée, donc vous le voyez, de certains médias Bolloré, du RN, de LR, qui ont conduit la présidence à une mise au point à travers une vidéo publiée sur son compte X. Vous avez l'Élysée qui a fait une vidéo pour répondre aux accusations, à ces accusations que je viens d'évoquer en disant fake news, hein, que ce sont des fausses informations, soulignant qu'il n'a jamais été question de créer un label d'État. De fait, écrit la Croix ce matin, qui fait un papier qui est assez carré là-dessus, la labellisation qui inspire ouvertement le chef de l'État et que celui-ci aimerait voir se développer ne repose pas sur l'autorité publique. Ce ne serait pas l'État, dit Macron, qui jouerait ce rôle de donner un label ou pas. Voilà. Il l'a même dit très très clairement. Nommée Journalism Trust Initiative, celle-ci a été lancée par RSF, Reporters sans frontières, en 2019, voilà, avec d'autres partenaires, adoptée dans 122 pays, par près de 2000 médias, dont par exemple en France, vous avez l'AFP, l'Agence France Presse, Radio France, TF1, plusieurs titres de la presse régionale qui ont rejoint ce Journalism Trust Initiative. L'objectif de ce truc,
Dans un contexte de multiplication des sources d'information, que je vous expliquais tout à l'heure, hein, avec Internet et des fake news, garantir au public la déontologie des méthodes journalistiques employées par tel ou tel média. En gros, c'est des médias qui disent, OK, dans un cahier des charges d'information, nous on s'engage à respecter ça, 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 ça et ça. OK ? C'est une certification comme il existe pour bien des produits et des services, explique Thibaut Brutin de Reporters sans frontières. C'est comme pour le label commerce équitable. Il ne vous dit pas si le chocolat est bon, mais il vous dit comment le chocolat est fait. Vous étiez plusieurs tout à l'heure à me parler de Nutri-Score. Mais ouais. En d'autres mots, l'attribution de ce label JTI, qui existe déjà, hein, ne revient pas à la validation d'une ligne éditoriale ou la vérification d'une information, mais à une garantie sur le processus qui permet d'y parvenir. Voilà. En gros, ce label, la JTI, qui existe déjà, hein, qui a été lancé par Reporters sans frontières. En gros, il y a des médias qui pourront se targuer de l'avoir, voilà, ce label, à condition de l'avoir demandé d'ailleurs, parce que je crois que c'est sur une base de volontariat. Ça vous dit en gros que ce média s'engage à respecter certains processus de fabrication de l'information. Il y a des médias qui ne l'auraient pas parce qu'ils l'ont pas demandé ou parce qu'ils l'ont demandé mais parce qu'ils l'ont pas eu. Voilà, ça ne vous empêche pas de consommer ces médias. C'est comme le Nutri-Score. Moi j'ai mes enfants, quand ils voient des mauvaises lettres sur les aliments, ils me disent oh, papa, regarde le truc que tu nous fais bouffer là, c'est du D ou du E, je sais pas, je connais rien. Voilà, ça ne nous empêche pas d'en manger. C'est pas une interdiction. C'est juste que vous savez que idéalement le truc en termes de gras et de sucre, il est pas foufou quoi. Voilà. Il s'obtient, c'est ce que je disais, sur la base du volontariat, hein, après une auto-évaluation portant sur les pratiques journalistiques du média, comme son indépendance, avec 130 questions, hein, comme celle-ci par exemple. Est-ce que vous avez un processus de vérification pour le contenu et le rôle du contrôle éditorial? Quels sont les noms de tous les propriétaires du média? Direct, indirect, bénéficiaire. Voilà. Une fois rempli ce dossier, la certification revient à un cabinet indépendant, voilà, comme Veritas ou Deloitte. Voilà. Et puis il y a label ou pas. C'est ce qui a été lancé par Reporters sans frontières. Ce cadre très ouvert ne saurait entamer la liberté d'expression. Qui dit ça? Arnaud Mercier, professeur en sciences de l'information à l'université Panthéon-Assas. Ce label n'est pas liberticide, car il n'empêche pas l'accès au contenu. C'est comme le Nutri-Score. Qui tout à l'heure dans le chat nous disait ça ressemble à un Nutri-Score? Bah ouais, c'est ce que dit exactement ce professeur, ce chercheur. Rien ne vous empêche de manger un produit classé E. Voilà. En clair, la norme JTI, cette norme, fonctionne comme une indication pour apporter de la clarté à l'heure de la dérégulation du marché de l'information qui circule actuellement de façon un peu déstructurée. Quand ils cliquent, les gens ne savent pas forcément sur quoi ils tombent. Là, vous auriez un label. À vous d'estimer que ce label, il est bon ou il n'est pas bon. C'est comme les labels bio. Vous savez, il y a plein de labels bio. Et on sait que tous ne se valent pas. Il y a un label bio français, je crois, mais parfois vous avez des trucs un peu bio qui répondent à d'autres normes. Et les gens qui font attention à ce qu'ils bouffent savent qu'en fait tous les labels ne se valent pas. Bah là c'est pareil, à vous d'estimer si le label de RSF par exemple il est ok ou pas ok quoi. Reste qu'Emmanuel Macron plaidant pour un tel système revient à semer la confusion en lui donnant une dimension étatique. Et là c'est un peu le reproche que fait Lacroix au président Macron. Alors Lacroix il renvoie un petit peu les médias du camp Bolloré dans leur camp en disant les gars, vous venez de dire que le président Macron veut un contrôle étatique des médias, ça c'est faux. Il y a même une phrase où clairement Macron dit que c'est la pire idée du siècle de faire ça, quoi. En revanche, Lacroix dit que le président Macron s'en empare, voilà, et donne une dimension étatique en disant que lui, président de la République française, il est pour ce label. Lacroix dit que c'est pas forcément non plus l'idée du siècle. Hein. Cela délégitime d'emblée la procédure aux yeux de certains. Comme c'est Macron qui le souhaite, forcément, pardon, hein, vous savez que parfois je suis un petit peu cash, comme c'est Macron qui le souhaite, forcément c'est de la merde. Comme le président est un petit peu impopulaire en ce moment. Voilà. Je vais un peu plus loin dans l'article. Et je crois, attends, je vais à la fin de l'article. Ouais, vous avez même une personne qui s'appelle Elsa D'Acosta, qui est une ancienne vice-présidente du groupe Information Démocratie et Citoyenneté, qui dit que le projet en fait
de labellisation de l'information tel qu'il a été pensé aux États généraux de l'information, il est beaucoup plus complexe que ce que le président Macron vient de dire, et en fait, il n'a pas forcément rendu service à la cause, quoi. Voilà. Alors, donc il y a l'aspect polémique. Hein. La polémique qui est cette supposée volonté du président Macron de labelliser, de donner un label étatique aux médias en disant bah, ça c'est un bon média, ça c'est pas un bon média, ça c'est pas un bon média. Vous avez compris qu'en fait cette polémique elle n'a pas lieu d'être parce que le président Macron c'est pas ce qu'il souhaite. Et il y a le débat sur faut-il labelliser ou pas les médias. Voilà. Alors moi je pose la question, c'est est-ce qu'il faut donner un label aux médias? 2, sur quels critères? 3, qui le donne ce label? Hein? Qui, qui, qui allons-nous désigner comme arbitre de ce qu'est un média de qualité ou pas? Vous voyez, c'est compliqué. En tout cas, toute cette polémique illustre, selon les Échos, autre article, c'est comment les médias Bolloré dictent notamment l'agenda médiatique aujourd'hui grâce à la puissance que cette sphère médiatique Bolloré a acquis. C'est un article de Cécile Cornudet. Comment la sphère Bolloré dicte l'agenda? La droite LR s'est emparée de la vraie fausse polémique sur la labellisation de la presse lancée par les médias Bolloré. Le groupe Bolloré est devenu un acteur politique. C'est parti. L'édito de Pascal Praud le matin à 9h, l'émission de Philippe de Villiers le vendredi, et voilà la ligne fixée, les médias du groupe embrayent, JDD, CNews, Europe 1, la mécanique à l'œuvre chaque semaine est huilée, à ceci près que cette fois elle va au-delà. Reconquête et des personnalités du RN ne sont pas les seuls à reprendre les arguments du groupe. Les Républicains leur emboîtent le pas, c'est ce qu'on a vu avec Bruno Retailleau. Hein. Le Figaro aussi, un tweet de David Lisnard, un autre de Bruno Retailleau, suivi d'une pétition du parti LR lancée contre le projet de labellisation des médias. Jamais l'influence politique du groupe Bolloré n'a paru aussi forte. D'autant que le sujet n'allait pas de soi. Philippe de Villiers, vendredi dernier, ouvre le bal. Emmanuel Macron veut imposer un label d'État à la presse. Alors pour le coup, ça c'est une fake news. Hein, parce que quand vous lisez les propos du président Macron, il dit justement que faut surtout pas faire ça. Bon, pour le coup. Mais pour certains, ça devient une information. En s'appuyant, dit-il, sur des propos du président que ce dernier n'a jamais tenu. Au contraire, ce n'est pas à l'État de dire ceci est une information, ceci n'en est pas. Les mots du président Macron sur le sujet, les voici, 2 points, ouvrez les guillemets. Ce n'est pas à l'État de dire ceci est une information, ceci n'en est pas. Sinon, cela devient assez rapidement une autocratie. Voilà les propos du président Macron sur le sujet. Tout en approuvant la démarche de certification de certains journaux face aux fake news. Les reproches pleuvent, dérive totalitaire, Pravda, un mot qu'on a lu dans le chat tout à l'heure, Pravda. L'Élysée réplique, puisqu'il y a eu un communiqué de l'Élysée, il y a eu même une vidéo sur Twitter, je crois, sur X, parler de la lutte contre la désinformation suscite la désinformation. CNews est visé, conforté dans son rôle d'adversaire. Aujourd'hui, il y a il y a un conflit ouvert entre les médias du groupe Bolloré et l'Élysée, alors que ça n'a pas toujours été le cas. Hein. La sphère Bolloré atteint son objectif, elle est devenue un acteur politique à part entière, estime Cécile Cornudet dans Les Échos. Comme Rupert Murdoch avec son groupe, elle agrège des médias, elle rassemble une audience, elle attire ainsi des politiques sur ses positions, cela lui permet de dicter un agenda alternatif, voire une autre vérité, pour se mettre au centre du débat public. Voilà. À droite, elle fait déjà la pluie et le beau temps, moins au RN d'ailleurs, comme on le pense souvent, que pour ce vieux rêve d'union des droites qui permettrait à la droite de redevenir vraiment de droite, décrypte un poids lourd. À LR, 2 personnalités n'ont pas tweeté sur le fameux label. Xavier Bertrand, qui est hostile depuis toujours à l'Union des droites, qui est un homme de droite, Xavier Bertrand, mais qui a toujours affiché son opposition au FN, hier au RN aujourd'hui. Et Laurent Wauquiez, qui a compris que le groupe Bolloré ne croyait pas en lui. Voilà. Laurent, le maléfique, avait même cinglé Pascal Praud. Les autres voient bien qu'ils ne sont pas le premier choix. Sarah Gnafo fait figure de chouchoute des médias Bolloré, Bardella de pis-aller, mais impossible d'envisager la présidentielle et avant elle la primaire à droite sans pouvoir compter sur la force de frappe du groupe. Va donc pour la fake news, on lira les propos exacts d'Emmanuel Macron un petit peu plus tard. Reste la question de fond, comment revenir à un discours de raison et de vérité quand les excès et la colère poussés par les algorithmes circulent tellement mieux sur les réseaux sociaux? Et ça c'est le sujet aujourd'hui. Comment tu émets de l'info? Comment tu parles d'information? Comment tu débats de l'actualité? C'est une question qui se pose à nous tous les matins sur cette chaîne.
Quand les excès et la colère, et je pense que les habitués du chat ici vont savoir de quoi on parle, quand les excès et la colère poussés par les algorithmes circulent tellement mieux sur les réseaux sociaux. Les médias Bolloré craignent une régulation des plateformes, et pour cause, ils y sont rois. Ils lancent donc, comme aux États-Unis, la guerre pour le soi-disant free speech, la liberté d'expression, la vraie liberté d'expression. Voilà. Je surveille l'heure, ça va, on est bien, on a commencé très très tôt. Je salue nos amis de Phosphore. Vous voulez pas venir faire un petit coucou? Parce que j'ai parlé de vous déjà. Les amis, on a des amis de Phosphore, le magazine. Moi, je dis souvent le magazine pour les lycéens, c'est vrai ou pas? C'est quel âge? Viens, ça va. Je vous présente Apolline de Phosphore. Apolline et... Salut Arthur, ça va? Alors Apolline, voilà, vous avez des bonjours Phosphore. Voilà. Et en fait, les amis de Phosphore vont me suivre toute la journée. J'ai envie de dire les pauvres. Vous avez doublé, on est arrivé un peu après vous. Ouais, parce qu'en fait, je voulais tout préparer. Voilà, bon, regardez comme ils sont gentils. Ils sont trop gentils. Et en fait, Apolline fait. Alors, Phosphore, c'est formidable. Alors, je sais que ça allait provoquer de la nostalgie. J'adorais Phosphore au lycée, me dit Guibou Guibou. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont lu Phosphore dans leur jeunesse. Et en fait, Phosphore a pris un virage au niveau de la forme récemment qui est hyper intéressant parce que Phosphore aujourd'hui a abandonné, si je dis pas de bêtises, la publication papier depuis peu. Et aujourd'hui est distribué, et c'est hyper original, sur WhatsApp, C'est ça. par abonnement. Comme un magazine, mais sur WhatsApp. Voilà. Et ben ça, je vous en parlerai. Et du coup, les amis de Phosphore me suivent toute la journée, puisque je vais avoir la joie me retrouver dans un article sur Phosphore. Et donc, ils sont là pour la matinée Étienne, bon, qui est un peu exceptionnel ce matin, qui n'est pas au studio, pour MVP. Et on se retrouve ce soir aussi pour du, ouais, dans le petit studio pour du Skyrim. C'est le jeu vidéo qu'on fera ce soir. On fera la coup, on va faire Voilà. plein de choses. Les pauvres, ils sont condamnés à Samuel toute la journée. Merci. Merci à tous les deux en tout cas. Merci à Pauline. Installez-vous. Vous trouvez pas qu'il fait chaud? Mais c'est pas possible, hein. Il fait 600 degrés, quoi. Voilà. Et alors ça, c'est très intéressant. Moi, j'ai été très interpellé par ça parce que j'ai été contacté par Apolline il y a quelques semaines, on échange. Et donc, je dis, mais Phosphore, moi j'étais abonné à Phosphore, bien sûr. Tu vois. Super magazine. Et puis, Phosphore, comme plein de médias de presse écrite, dans leur ancien format papier, a été touché par une baisse du lectorat, et notamment parce que les clients de Phosphore, on parle des lycéens notamment, eux, ils sont extrêmement tentés aujourd'hui par toutes les nouvelles plateformes, les nouveaux écrans. Et ils sont beaucoup moins sur le papier notamment, quoi. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, Phosphore, ils se sont lancés, ils ont abandonné le format papier et depuis quelques temps, ils sont sur WhatsApp. Mais c'est étonnant, donc avec un abonnement. Et en fait, le média, le magazine est distribué sur WhatsApp. Alors, WhatsApp, imaginez pas des petits messages vite faits sur WhatsApp, hein. C'est vraiment une maquette, une mise en page, des articles, des dossiers, et c'est étonnant. Et ils sont en train peut-être de trouver un nouveau modèle économique. Je trouve ça assez passionnant. Vous irez voir, c'est vraiment pas mal, quoi. Voilà. Bon, petite parenthèse. Je ferme la petite parenthèse. Je te lis. Ok. À deux doigts de me réabonner à 34 ans. En vrai, je suis allé voir. Je vous cache pas qu'au début, j'étais en mode un peu nostalgique vieux con, moi, en disant what? Moi, je me rappelais de mon Phosphore dans la boîte aux lettres, attendu avec impatience, comme j'avais attendu d'autres titres du groupe quand j'avais été plus jeune. Parce que déjà à l'époque, j'aimais beaucoup la presse, en tout cas cette presse-là. Et je me dis, attends, je vois vraiment pas l'intérêt de basculer ça sur WhatsApp. Et en fait, c'est super bien fait. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Ouais. Et l'idée, c'est d'aller chercher ce public plutôt sur des plateformes, des formats numériques, quoi. C'est vraiment pas mal. Bon, est-ce que certains connaissent un petit peu le monde de l'agriculture en France? Pour ces quelques-uns-là, vous ne serez pas surpris, on passe au thème suivant, de ce que je vais dire maintenant et des chiffres qu'on va évoquer. Et c'est quelque chose qui est triste et dramatique, c'est le taux de suicide chez les agriculteurs. Bon, si vous vous intéressez un petit peu à cet univers, vous connaissez le sujet. Merci à l'humanité d'en parler ce matin. Pourquoi l'humain en parle ce matin? Tout simplement parce qu'il y a une proposition de loi qui essaye de s'emparer de ce sujet. La Grande Dépression, titre l'UMA ce matin en sa une, chaque jour, quasiment, hein, parce qu'on a 300 suicides d'agriculteurs par an en France, chaque jour, un agriculteur se suicide en France. Une proposition de loi vise à améliorer les dispositifs d'accompagnement et de prévention. Reste à soigner l'origine du drame, la précarité de la profession. Voilà. Donc merci à l'UMA d'abord de proposer ce dossier et qui s'interroge, vous le voyez, quelles ressources contre la détresse paysanne? Près d'un agriculteur se suicide chaque jour, ça n'est pas nouveau, hein.
La nouveauté, c'est qu'il y a une proposition de loi. Une proposition de loi sera examinée en commission à l'Assemblée ce mercredi pour améliorer, moi je dis tenter d'améliorer, parce qu'entre la proposition de loi, la loi, qu'elle soit votée, vous savez combien c'est compliqué de voter les lois en ce moment, et qu'elle soit appliquée, il y a un monde. Donc ce n'est qu'une proposition de loi. Sera donc examinée en commission à l'Assemblée ce mercredi pour améliorer les dispositifs de prévention et d'accompagnement, une première étape, mais qui ne s'attaque pas aux raisons de ce fléau. On est sur les conséquences. Mais les raisons de ce fléau, les conditions de travail des agriculteurs, c'est évidemment un sujet beaucoup plus compliqué. Je lis l'article vite fait. Vite fait parce qu'on a envie de presse un peu express ce matin. Mais on a un petit peu de temps quand même. Un mort tous les jours. Un mort tous les jours, environ 300 agriculteurs sautent la vie chaque année en France. Ces effroyables données témoignent d'une surmortalité par suicide des paysans évocatrices par rapport aux autres professions. En 2020, un salarié agricole présentait un risque de se donner la mort supérieur de 77% à l'ensemble de la population. Voilà. Donc les chiffres nous montrent quoi? Que le taux de suicide chez les agriculteurs, les paysans, paysans, contrairement à ce que certains voudraient dire, c'est un très beau mot, souvent il est revendiqué d'ailleurs par les agriculteurs, ce taux de suicide il est gigantesque par rapport au reste de la population. Pour endiguer ce phénomène, le député socialiste de Haute-Garonne Arnaud Simion a déposé donc une proposition de loi qui est examinée aujourd'hui en commission, visant à protéger la santé mentale des paysans. Okay. Que dit-il ce député? Je ne pouvais pas ne pas prendre en compte les difficultés, la précarité, la misère des territoires ruraux et ces cris d'alerte. J'ai rencontré des familles avec des parcours particuliers qui ont vécu des drames. Pour éviter la répétition de ces drames, il est temps de passer à la vitesse supérieure en termes de quoi? De prise en charge de ce véritable enjeu de santé publique, dit l'élu. Si une feuille de route pour prévenir le mal-être des agriculteurs a bel été bien présentée en 2021 déjà, donnant un cadre à la détection et à l'accompagnement des paysans en souffrance, les politiques publiques pâtissent d'un manque criant de ressources. Voilà, estime l'auteur de la proposition de loi. Donc, a priori, il y a un cadre qui existe déjà, mais ce qui manquerait, c'est les ressources, les moyens. Que dit-il encore ce député? On ne peut pas porter une attention particulière au risque suicidaire des agriculteurs et agricultrices avec aussi peu de moyens, c'est bien ça. Le texte de loi, que propose-t-il? Prévoit de créer une mission nationale pour la santé mentale agricole, qui devra fixer une stratégie. Il prévoit de renforcer et de généraliser le dispositif des sentinelles, qui existe déjà, qui consiste à former des personnes proches du milieu agricole, par exemple les vétérinaires, les employés du Crédit Agricole, qui est une banque qui est très impliquée dans ce secteur. Les vendeurs de matériel, par exemple de ferme, à la détection des risques suicidaires. Donc ça a été créé en 2021, ces sentinelles, mais pour l'instant on a un manque de moyens. La loi prévoit aussi de créer un guichet unique départemental de la santé pour les agriculteurs. Le système actuel repose sur une édition de dispositifs éclatés, dit la proposition de loi, et donc il s'agit de donner un peu de rigueur à tout ça. Voilà. Donc, on peut dire que c'est une bonne chose. On peut aussi se dire que ce n'est qu'une proposition de loi. Il faut qu'elle soit votée. Voilà. Mais certains disent déjà, alors c'est bien, c'est très bien de chercher à améliorer les dispositifs d'aide existants, c'est nécessaire, mais c'est insuffisant. C'est ce que dit Manon Meunier, par exemple, qui est une députée LFI de Haute-Vienne. Et elle rappelle que s'il est indispensable d'accompagner les agriculteurs en détresse, il faut également s'atteler à éradiquer les causes de leur mal-être. Et là, le sujet est beaucoup plus vaste, bien sûr. Les causes qui sont identifiées et sur lesquelles, notamment, se retrouvent les questions de rémunération. C'est ce que certains expriment dans le chat depuis tout à l'heure. Voilà, comme le dit Poum, c'est curatif, c'est pas mal, mais rien ne s'attaque aux causes. Il faut que leur travail leur permette de vivre. Exactement. Laurent, même quand économiquement ça va, la détresse psychologique reste très présente de par le fait que certains ne prennent qu'à peine une semaine de vacances par an, qu'ils travaillent 7 jours sur 7 avec une charge de travail énorme. Oui. Ainsi seulement, dit MMG, on pouvait donner aux agriculteurs des conditions plus saines pour mieux se développer. C'est ce dont va parler l'article, justement. D'ailleurs, ce constat, on a des éléments pour le faire. Selon les données récoltées par AgriÉcoute, qui est un service d'écoute téléphonique en cas de détresse, le premier facteur de risque d'ordre professionnel des agriculteurs ayant composé le numéro d'urgence, c'était sur l'année 2022, était la pression économique.
Observation confirmée, corroborée par les conclusions du rapport d'information rendu au Sénat en 2021 sur les suicides agricoles, parce que ça fait des années qu'on réfléchit sur le sujet. Celui-ci établit comme essentielle la question du revenu. Il est incompréhensible que les agriculteurs travaillent toute une journée pour perdre de l'argent. L'insuffisance des prix rémunérateurs, la hausse continue des charges, la baisse des aides de la politique agricole commune, la prolifération, l'instabilité des normes, la course à l'endettement pour s'en sortir, tous ces facteurs exposent beaucoup d'agriculteurs à un revenu insuffisant au regard du volume de travail accompli. Pourtant, cet état de fait n'a guère été l'objet d'une attention particulière de la part du gouvernement. Quand on en parle, les pouvoirs publics se refusent à prendre en compte les causes structurelles de cette, notamment du taux de suicide chez les agriculteurs, revenus, charge de travail, stress, conditions de travail délétères. Aujourd'hui, on ne met plus aucun moyen réel, c'est dramatique. C'est ce que dit Marie-André Besson, qui est la coprésidente de l'association Solidarité Paysan. Certains parlaient du Mercosur tout à l'heure. Les accords de libre-échange ajoutent également une couche au terreau de la souffrance, complète les députés LFI Manon Meunier. On demande en permanence aux agriculteurs de s'aligner sur un modèle international qui les écrase. On leur fait subir des injonctions contradictoires, on leur demande de produire proprement tout en les mettant en concurrence avec des producteurs chinois ou brésiliens. Dénonce-t-elle en pointant la signature imminente de l'entente commerciale sur le Mercosur, je vous en reparlerai bientôt. Ça n'est pas tout. La faible protection sociale, qui empêche les paysans de prendre du repos lorsqu'ils en ont besoin. Mais aussi les pressions à l'agrandissement des exploitations participent du même phénomène d'affaiblissement de leur santé mentale. Le système agricole a poussé vers un agrandissement des structures, des champs, des cheptels et donc vers une gestion administrative plus lourde et une productivité du travail poussée à l'extrême. Il y a aussi la charge administrative des agriculteurs qui est gigantesque. Et quelqu'un disait tout à l'heure de la faible capacité des agriculteurs de partir en vacances. La mission d'information du Sénat de 2021 notait que les 2 tiers des agriculteurs ne partent pas plus de 3 jours consécutifs par an en vacances et que 90% travaillent le week-end. Et conclusion de l'article de l'UMA ce matin, les idées pour réformer la ruralité ne manquent pas. Pour les élus de gauche comme une partie des syndicats agricoles, elles commencent par une rémunération juste des agriculteurs, un encadrement des prix des denrées agricoles et une meilleure protection sociale. Voilà pour ce dossier. Gérard Hoff te dit, le problème viendrait aussi du fait que ce n'est pas fait pour tout le monde, que c'est une vocation. Ça fait 30 ans que mon père est agriculteur et même si en effet parfois c'est dur, pour rien au monde il voudrait un autre métier. Il adore cette liberté de ne pas avoir de patron, passer du temps à s'occuper de ses animaux même si c'est 7 jours sur 7 car il est fou de son métier. Alors, on peut avoir un métier passion, Gérard Hoff. Et d'ailleurs, cette réflexion elle s'applique à tous les métiers dits passion. On peut avoir un métier passion et que ce métier s'exerce quand même dans des conditions acceptables, quoi. Avoir un métier passion parce que c'est une vocation, c'est formidable. Mais que cela se fasse dans des conditions de travail à ce point difficiles et avec des niveaux de rémunération parfois extrêmement faibles, ça n'est pas normal. Et le fait de pratiquer un métier passion ne doit pas rendre acceptable le fait qu'on en vit mal et que les conditions de travail sont à ce point difficiles. Même toi, tu dis que pour ton papa, c'est parfois difficile. Tu vois ? Manu me dit, je ne crois pas avoir vu mon oncle agriculteur prendre 2 jours de vacances en 15 ans. On le voit là sur un problème, là on se penche ce matin sur la santé mentale des agriculteurs et leur taux de suicide, on voit que derrière il y a des raisons économiques en fait. Je vous lis. Ayant eu de la famille dans le milieu, me dit Ox Le Brochet, je trouve que le monde agricole est à l'image de la France, 0,1% d'entre eux captent la majorité des richesses et le reste se partage les miettes. À savoir, cela fait 30 ans que la FNSEA milite pour une libéralisation de plus en plus poussée, ce qui est favorable à 0,1% des agriculteurs, mais pas au reste de la profession. D'ailleurs, tu soulignes quelque chose de vrai, mais qui est vrai pour plein d'autres sujets. Quand on dit les agriculteurs, finalement, ça ne veut rien dire. Il y a une diversité des profils
qui fait que certains aujourd'hui en vivent peut-être très très bien, alors que pour d'autres, le quotidien peut être parfois un vrai enfer, quoi. Voilà. En tout cas, merci à l'humanité d'attirer notre attention là-dessus. On passe d'un sujet grave à un sujet plus léger. En tout cas, un article un peu étonnant, au ton délibérément optimiste. Alors, je sais pas si c'est. Sur le coup, je me suis dit, est-ce que c'est un prank? Est-ce que c'est du troll? Est-ce que c'est un article qui veut attirer notre attention et nous raconter autre chose? Et en fait, non. Voilà. Euh, 2025, le début d'une ère d'abondance. Je vous lis au quotidien des articles qui nous disent que notre monde est dans un état catastrophique, qu'on va jamais y arriver, sur tous les sujets possibles et variés, notamment environnemental par exemple. Et là, vous avez un article qui nous dit littéralement dans son titre, mais les gars, mais c'est le début de l'Eldorado, quoi. On est en train de vivre aujourd'hui un truc formidable, et vous allez voir ce que vous allez voir les prochaines années, les prochaines décennies, ça va être la fête. Et je me dis, c'est une espèce de blague, tu vois, c'est à rebours de tous les discours. Eh ben non, en fait. Voilà. C'est vraiment écrit très premier degré, c'est écrit par Nicolas Bouzou, qui est économiste et essayiste, dans Les Échos ce matin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans? En quoi c'est pertinent? Lisons, puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que ça change un petit peu de ce qu'on lit d'habitude. Ah, je comprenais pas le 2025, l'ère du fromage. Ça, je viens de comprendre. L'abondance, c'est un fromage, c'est ça? Ok, j'ai la ref. Lisons, vous allez me dire ce que vous en pensez. 2025, le début d'une ère d'abondance. Ok. Quantique, IA, génétique, drone 2025, une année de rupture technologique. Ok. Elle marque le début d'une ère de croissance comme le chemin de fer l'avait au 19e siècle. Quoi? En gros, le mec est en train de nous dire on va se régaler, quoi. Bon. Le consensus des historiens de l'économie considère que 1820 fut l'année de naissance de la prospérité occidentale. C'est bien sûr un peu arbitraire, mais c'est effectivement à partir de cette date que le PIB et les revenus en Europe se sont envolés, permettant au continent de passer du dénuement à l'extraordinaire confort dont nous jouissons désormais. C'est aussi après 1820 que la Chine a connu un fort déclin relatif, déclin en partie corrigé depuis les réformes de Deng Xiaoping à partir de la fin des années 70. Il se pourrait bien, dit l'économiste ce matin, dans les Échos, que 2025 soit au 21e et au 22e siècle ce que 1820 fut au 19e et au 20e. Allons donc. Le point de départ temporel d'un changement bouleversant qui améliorera nos vies de façon décisive et qui rebattra durablement les cartes de la géographie des puissances. 2025 devrait être l'année où 50% de la population des pays riches utilise une IA générative qui fait semaine après semaine des progrès gigantesques. 2025, c'est l'année où la recherche sur les nouvelles formes d'IA, non plus seulement axée sur le langage, mais aussi sur la perception sensible du monde, s'active. 2025, décidément, c'est le début de la progression fulgurante de la circulation des véhicules sans chauffeur avec une baisse de l'accidentologie de 80%. 2025, c'est l'année où la génétique médicale commence à montrer des résultats tangibles dans la lutte contre certains cancers, comme dans le combat contre les pathologies cardiovasculaires, ça c'est vrai ça. 2025, c'est le moment où la robotique montre qu'elle est capable de produire pour quelques dizaines de milliers d'euros d'unités des humanoïdes capables d'effectuer bien des tâches de la vie quotidienne. 2025, c'est l'année où les états-majors actent le fait que la guerre d'agression de l'Ukraine par la Russie n'est plus comme elle l'était à son début un combat de pure artillerie, mais une guerre des drones. 2025, c'est l'année où l'informatique quantique devient une perspective visible à 10 ou 15 ans et non plus un sujet abstrait de recherche fondamentale. 2025, c'est aussi l'année, nous le rajoutons, ça n'est pas dans l'article, mais c'est un incontournable, où Samuel Etienne commence à réfléchir à sa présidentielle, qui 2 ans plus tard, en 2027, le nommera à l'Élysée, mais ceci est une autre histoire. Les esprits chagrins estiment que ces innovations sont moins spectaculaires qu'elles ont dans l'air, et que leur utilisation va se heurter au mur de la disponibilité énergétique et du réchauffement climatique. Ces deux assertions pessimistes ont de bonnes chances d'être démenties. Bon, Nicolas Bouzou, vous l'avez compris, se range délibérément dans le camp des optimistes. Peut-être même des ultra-optimistes. Comment tu vas? Oh, viens. Mais viens, les amis, Presséa est là. La première de Presséa dans MVP, je suis trop content. Tu vas bien? Ça va? Toi, t'es en région parisienne ou tu viens de...
T'es Montpellier, tu es venu exprès? Eh oui, Oh. je viens du soleil. Regarde, les gens sont contents de te voir. Et bonjour tout le monde, ça fait plaisir. Oh, Pré- qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ouais, ils sont bien C'est coiffés. le matin. Et ils sont, regarde, 9h33, ils sont douchés, ils sont tout Ah, propres. voilà, décidément. Ils sont beaux. Oh, Je suis- incroyable. Et donc ce matin, Pressia est avec Nazca, Oui. Raska, qui est le créateur de contenu que tu connais, qui est passionné de musique, mais pas seulement. Voilà, donc ce sera la première fois aussi dans MVP. Mais Pressia, nous on s'était croisés, je me rappelle, sur un plateau de popcorn. Tu te rappelles? Oui, aux The Event, évidemment. Ouais. C'est moi l'éléphant qui est arrivé vers toi. Mais c'est vrai. C'est moi l'éléphant. T'étais trop mignonne en éléphant. Vous vous rappelez de Pressia en éléphant? Hein? Et, Ça me fait. et t'es jamais venu dans un de mes jeux encore? Genre Non, Time Out, tout ça? Mais quand tu veux. Ouais, il faut qu'on fasse ça. Quand tu veux. Bon, en tout cas, merci d'être là ce matin. Pas de soucis. Voilà. Vous rappelez de l'éléphant? Vous vous rappelez l'éléphant? Oui, je lui ai dit non à l'éléphant, ouais. Ah oui, elle voulait se marier avec moi. Pas Pressia, l'éléphant. Exactement. C'était très chou. Je suis content de la retrouver. Ouais. Donc voilà, le MVP dans un instant, c'est à 10h. Avec donc, je vous ai dit, hein, Raska, qui est déjà venu jouer dans Time Out il n'y a pas longtemps, et Ludovic B, bien sûr. Et puis plein d'invités, et notamment un grand chef, là, l'invité donc sera à midi, un grand chef, un restaurateur qui est extrêmement engagé sur les conditions de travail dans la restauration, sur la lutte contre les déchets, sur l'utilisation des produits en circuit court, tout ça qui est hyper intéressant, dont je vous ai parlé un petit peu hier. Donc je reviens à notre optimiste. Ouais, exactement, Éloi. Éloi Spindler, exactement Gemma, bien joué. Que vous connaissez certains déjà parce qu'il est très présent aussi sur Internet. Notamment il a une chaîne YouTube qui est quasiment à 300 000 followers. Voilà, et Insta aussi. Voilà. Et qui a vraiment une vision de la cuisine extrêmement intéressante. Et il sera avec nous à midi. Voilà. C'est bien qu'on parle un peu de restauration aussi dans l'émission. Je reviens à Monsieur Bouzou, l'optimiste. Voilà. Les investissements dans ces technologies sont loin d'être arrivés à leur terme. Les gains de productivité qu'ils recèlent ont à peine commencé à se dévoiler. Donc lui, il croit, vous avez compris, il croit 100% à la révolution technologique et à ce qu'elle va pouvoir nous apporter. Voilà. Bon, je ne vous dis pas tout, mais il salue les investissements très importants qui sont en train d'être faits dans l'IA, tout en disant d'ailleurs, parce que certains soulignent parfois comment dire, la quantité surréaliste des investissements en matière d'IA. Hein, et lui dit, alors attention, oui c'est énorme, mais ces dépenses d'IA représentent aujourd'hui moins de 1% du PIB mondial, et il compare par exemple avec l'investissement à l'époque dans les chemins de fer au 19e siècle, qui représentait à l'époque 3,5 à 4,5% du PIB. Autrement dit, l'IA mobilise des sommes élevées, mais n'ont pas encore atteint le niveau des grandes révolutions comme le rail. Quant à la productivité, parce que je vois que certains sont un petit peu comment dire, sceptiques sur les gains de productivité de fou annoncés par Monsieur Bouzou, que répond-il? Non, le rail, pas la musique. Quant à la productivité, l'histoire enseigne qu'elle suit de plusieurs décennies l'adoption des innovations. Autrement dit, il n'y a rien d'étonnant à ce que les nouvelles technologies n'aient pas encore généré de résultats visibles en termes de croissance et de prospérité. Wait and see, nous dit le monsieur. Voilà, il est nécessaire que les entreprises en disposent largement, qu'elles sachent les utiliser autrement que pour les applications secondaires, qu'elles forment les collaborateurs, qu'elles se réorganisent, etc. En réalité, la conjonction de l'IA, de la robotique et demain du quantique pourrait amener l'économie vers des trajectoires de croissance de 5 à 10% par an. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, on a envie d'y croire. Hein. Enfin, le monsieur, il nous dit que grâce à tout ça, ce petit cocktail, là, on va aller vers des croissances de 5 à 10% par an, quoi. Alors qu'aujourd'hui, bon an, mal an, je sais pas, aujourd'hui la France, elle est à combien là? C'est 1%, je sais pas. Euh, vous l'avez compris, on est sur une forme de pari. Hein. Autrement dit, il est fort possible, continuons à rêver avec Monsieur Bouzou, que le problème de la jeune génération sera non pas l'appauvrissement, mais la vitesse de son enrichissement et donc la répartition des fruits de l'abondance. Voilà. Alors, petit avertissement de Nicolas Bouzou à la fin, attention qui va en profiter. Donc déjà, quelle sera la répartition des fruits de cette croissance? Ah!
Et puis surtout, attention à l'équilibre des puissances au niveau international qui pourrait être révolutionné par tout ça. Les Chinois et les Américains l'ont compris, l'Europe commence à le comprendre. Un investisseur américain de la tech me faisait remarquer il y a quelques jours que la France, véritable usine à ingénieurs et pays phare du nucléaire, devait en théorie être à la pointe de cette révolution et être l'un des principaux bénéficiaires. Peut-être les médias et la classe politique seraient-ils bien inspirés d'en faire la pédagogie. Nous en sommes malheureusement loin. Nicolas Bouzou nous dit que nous sommes à la rue, nous les médias notamment, parce qu'on n'a pas pris conscience encore de cette révolution et qu'en fait, c'est une dinguerie ce qui va se passer. Voilà. Je vous sens un peu sceptique. Hein. HKN dit j'ai un diplôme d'ingénieur en robotique. Pour les juniors, il est quasiment impossible de trouver du travail dans ce domaine. Et concernant les salaires, je préfère même pas en parler. Alors, si vous disiez ça à Nicolas Bouzou, il vous répondrait, si je comprends la philosophie de l'article, wait and see. Tu vas voir, dans 6 mois, dans 2 ans, ça va être une dinguerie, quoi. Bonne journée, Gemma. Polomino écrit la fameuse ère d'abondance sur une planète qui crame, complètement hors sol le bonhomme. Je vous lis. Hein. Le ouais t'inquiète frère, je l'ai entendu au bar déjà, me dit Charib 11. Merci Mirette. Pardon, j'ai remercié aucun sub ce matin parce que je suis dans mon setup de MVP, vous savez. Et enfin, j'ai pas toutes les informations d'habitude. Tu es le seul sub que j'ai remercié, Mirette, de la matinée. Je m'excuse pour tous les autres. Salut Oléroad et bienvenue dans cette première matinale. Je suis ingénieur informatique, me dit Tom, diplômé après 3 ans d'alternance dans une boîte du CAC 40. Depuis 3 mois, c'est chôme dû malgré un portfolio de projets perso ambitieux. Il y a Remso qui ironise aussi, vous n'avez pas traversé la rue, les ingés qui galèrent, désolé. Bon, je sens un peu de scepticisme. Dommage parce que les 5 à 10% de croissance. Combien il dit le monsieur là? 5 à 10% là? Combien qu'il dit? 5 à 10% de croissance, on a envie d'y croire. Hein. Hein. Carles Child, la rivière de la richesse qui coule. Ouais, mais ça fait 40 ans qu'elle est bloquée sur les 10% les plus riches. J'ai envie de dire si, je dis MMG. La croissance de qui? Dit Pied-Plus. Claude Pied-Plus. Voilà. Bon, pour une fois, je voulais vous partager un article un petit peu optimiste là. Oh, j'adore! Avec joie qui fait le pont avec le débat tout à l'heure sur la labellisation des médias et qui nous dit article classé E au Nutri-Score. Vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable. Voilà. Bon, ouais, j'ai mené cette revue de presse à un rythme d'enfer parce que normalement je devrais vous quitter à 10h. Et il me reste plus qu'un article. C'est fou ça. Bon, en même temps, j'ai fait cours sur le bonjour, j'ai fait cours sur le sommaire. L'idée était de vous donner le maximum d'infos, quoi. Ah bah, il m'en reste un. Voilà. Alors ça va faire plaisir à MMG qui est un passionné de sport de auto dans le chat et de Formule 1 et qui va aussi nous apporter ses lumières et qui va me dire si cet article est bien écrit. C'est sur le français Adjar. Voilà. Alors vous m'avez expliqué tout à l'heure qu'il était franco-algérien, hein, qu'il avait les 2 passeports, mais que sportivement il courait sous les couleurs françaises. Donc Isaac Adjar, voilà, et la France qui tient peut-être son Verstappen, carrément. Verstappen, si j'ai bien compris, qui a 4 championnats du monde, qui pourrait même en remporter un 5e à la prochaine course, tant la fin du championnat cette année est complètement folle. Le pilote de 21 ans, qui rejoint l'an prochain l'écurie Red Bull, promotion express et méritée. Écrit le Parisien. Je vous le signale, je vous ai pas mis l'équipe. Tiens, je vous montre l'équipe ce matin. Hop, je sais pas si j'ai beaucoup de réseaux ici. C'est quand même la une de l'équipe. Bon, il y a très peu de réseaux, mais normalement c'est là-haut. Ah bah si, regardez. Tic, c'est la une de l'équipe ce matin. Super excitant. Adjar rejoint Verstappen. Vous avez un énorme dossier dans l'équipe. C'est quand même pas mal, hein.
de se voir consacré comme ça à la une de l'équipe. Alors je reviens à l'article du Parisien, parce que je trouve qu'il est bien foutu, il résume bien en quelques lignes. Il y a un an, Isaac Hadjar n'était encore qu'un nom, pas encore posé sur la dernière case vide de la grille 2025 de Formule 1. Le pilote français avait été annoncé au bout d'un suspense quelques jours avant Noël pour rejoindre Racing Bulls. 12 mois plus tard, son destin a basculé puisque Red Bull lui ouvre officiellement les portes de l'équipe A. À seulement 21 ans, le petit Prost, comme il est surnommé parfois, repéré par l'écurie autrichienne en mai 2021 à Monaco, s'apprête à prendre place 5 ans plus tard aux côtés du quadruple ou bientôt quintuple, si je dis pas de bêtises, ça va dépendre du prochain GP, champion du monde Max Verstappen. Un scénario que peu osait imaginer il y a encore quelques mois, d'autant plus à l'issue de son premier week-end chez les grands. En Australie, le franco-algérien avait fini, couvert de honte, son tour de formation dans le mur. C'était son premier Grand Prix, c'est ça ? Incapable de repartir et de participer à son premier Grand Prix, c'est ça. Un échec cuisant, rapidement enterré. Ce talent brut qui a fait ses classes à Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne et a besoin d'être peaufiné, selon les mots de Christian Horner, son directeur de l'époque chez Red Bull, a tout de suite impressionné. Dans le top 10 dès sa troisième course de F1, c'est pas mal. Il a dominé toute la saison son coéquipier Liam Lawson, le néo-zélandais qui partait pourtant avec une longueur d'avance pour une place chez l'écurie autrichienne, que ce soit en qualif ou en course. Je vais lire vos messages après parce que je vois que certains suivent la F1. Il n'y a rien à redire sur sa saison, c'était parfait. S'enthousiasme l'ancien pilote Franck Montagny. Il était prêt pour la Formule 1 mentalement, physiquement, et ça c'est rare. Il peut remercier son entourage et sa mère, Randa, qui a fait un super boulot. 10e au championnat des pilotes avec 51 points, c'est pas mal. Hadjar a su planter les bonnes graines, fougue et caractère, tout en impressionnant par sa maturité et sa capacité d'apprentissage selon son futur patron, Laurent Mekies. Grand favori pour être le rookie de l'année face au prodige annoncé Kimi Antonelli. C'est là où je vois que je n'ai pas du tout suivi la F1 depuis quelques années. Moi, plus aucun nom ne me parle, je suis désolé. Le francilien a même connu les joies d'un podium pour sa première saison. Il est devenu, aux Pays-Bas, le plus jeune Français de l'histoire à monter sur un podium, le 5e plus jeune pilote de l'histoire, 20 ans et 337 jours. Alors, il fallait inévitablement voir plus grand pour ce petit gabarit, parce qu'il paraît qu'il n'est pas très grand, je crois. Je sais pas, je crois, j'ai vu 1m67. C'est grand 1m67 en vrai. D'après mes informations, 1m67 c'est très très grand. D'après mon propre système de référence, quoi. Je l'ai toujours voulu, depuis que j'ai rejoint le programme Red Bull, ça a toujours été pour devenir un pilote Red Bull. Voilà. Alors, quelqu'un dans le chat disait, c'est le pire cadeau qu'on puisse lui faire. Voilà. Et ça, je l'ai beaucoup lu ce matin. Reste à savoir comment se dépatouiller de ce cadeau empoisonné avant les fêtes. Hein. Et là, l'article nous explique, et d'autres le font ce matin, notamment l'équipe, qu'en fait, pour les anciens coéquipiers de Verstappen, la suite a souvent été très compliquée. C'est ce que me dit Grella à l'instant. Pire cadeau dans le sens où les seconds pilotes chez Red Bull ont souvent très vite quitté l'écurie. Voilà. C'est ce que me dit Sugar aussi. Tout est tourné pour que Verstappen perf et pas le coéquipier. MMG, notre spécialiste de F1, parce que nous avons un spécialiste de F1 sur cette chaîne, nous dit je suis pas d'accord avec ça. Oui, être le deuxième pilote Red Bull aux côtés de Verstappen. Ah ben non, tu es d'accord. Je sais pas avec quoi tu étais pas d'accord. En fait, tu es d'accord avec les autres. Être le second pilote Red Bull aux côtés de Verstappen, c'est un cadeau imposé depuis 2019. Ok. Sauf s'il a un niveau de fou. Sauf s'il a un niveau de fou. Moi j'ai quitté la F1 en même temps que mon chouchou Vettel, me disait avec joie. Moi j'ai quitté la F1 avec Jean Alesi, moi, tu vois. Donc c'est encore plus vieux, quoi. Il y a très longtemps. Son rêve, me dit Néo, a toujours été de piloter dans la même écurie que les meilleurs. Là il est avec les meilleurs. Le meilleur même, en espérant que son rêve ne se transforme pas en cauchemar. Hein, oui, me dit Côtelette. C'est toujours Verstappen en premier, mais Hadjar peut performer. Hein, ça peut le challenger aussi, et il peut beaucoup apprendre de Verstappen, me dit Noctali. Noctali, je savais pas qu'il était intéressé par la F1. Et MMG me dit Verstappen, elles ont envie de quitter la F1 après 2026, malgré la saison de fou qu'il est en train de faire là. Ok. Ok. Bon, bah en tout cas, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Ok. Bon, les amis, j'ai été un peu trop rapide ce matin. Alors, c'est vrai que
Euh, les revues de presse pré-MVP, parce qu'en fait, faire MVP et ne pas vous faire la revue de presse pour ces raisons, ça m'embêtait. Donc je me suis habitué à vous présenter depuis septembre des revues de presse avant MVP. C'était un peu frustrant. Oh bah tiens, super. C'était un peu frustrant parce que justement, je trouvais que je vous donnais pas assez d'infos. Du coup, je commence beaucoup plus tôt qu'avant. J'ai commencé à 8h30 ce matin. Et j'ai essayé d'être un petit peu rapide. Et on y a réussi. Et regardez, c'est le temps du maquillage. Attends, j'enlève ça. Ce matin, on a charbonné. On allait super vite. Et comme ça, je savais que tu aurais eu du temps. Voilà. Voilà, là, vous avez vu le vrai visage réel du vrai Samuel fatigué. Voilà, c'est l'hiver, j'en peux plus, j'ai beaucoup de mal. Je me traîne une raclette à une fondue, à une sieste, un gâteau au chocolat. Et dans quelques instants, sur le plateau de MVP, le live va pas s'arrêter, hein. Je vais faire quelques mètres et je vais rejoindre mes amis sur le plateau de MVP qui est juste en face de moi là. Et vous aurez le beau Samuel. Voilà. Tu vas bien? Ça va? Tu trouves pas qu'il fait chaud? Il fait chaud. On va mourir. Je ne bouge plus, je ne bouge plus, je ne bouge plus. Comment tu vas toi? J'ai demandé je suis là depuis 8 heures. Depuis 8 heures, il fait 50 degrés. Je leur ai demandé de baisser la température. Bonne chance. On va crever. On va crever quoi. On va crever de chaud quoi. Donc on a Presséa qui s'est installé. Il y a Ludovic B qui vient de nous saluer. Ludo, vous savez, c'est le spécialiste des métiers. Voilà. Ils sont mignons. Ouvrez les fenêtres. Mais il n'y a pas trop de fenêtres ici en fait, mon chou. Mais la clim, mais c'est les gars, ça fait 2 heures que je leur dis. Alors, moi, je vais râler toute l'émission, hein. Toute l'émission. Alors, oh, attendez, vous savez quoi? Je vous fais le menu. Tu me fais les piles. Alors, on me change les piles aussi. Attendez, je vous fais le. Je vous fais le. Si je fais ça, il y a quoi? Si vous avez quoi? Si je fais ça, vous avez plus rien, c'est bien. Attendez. Si je vous fais le sommaire parce qu'on a un MVP de fou aujourd'hui. T'as déjà réussi? C'est déjà fini? Incroyable. On a un menu de fou. Attendez, je vous dis tout, je vous dis tout. Je vous dis tout. Boub. Sugar, du coup, tu peux m'envoyer les TC? Je vais les envoyer à Vincent. On a un menu de fou, je vais vous dire. Je crois que j'en ai jamais eu un MVP aussi chargé. Attendez. Non, c'est pas les piles du fauteuil, c'est mes piles à moi. Oh là là. Alors attendez. Il y aura plein de choses. Il y aura le à la une, vous savez, c'est les actus insolites sur le monde du travail. Il y a un monsieur qui s'appelle Fabrice qui nous parlera de plasturgie. J'ai aucune idée de ce que c'est. On aura notre jeu pause café. Voilà, avec des petites questions rigolotes et on déterminera l'emploi de la semaine. Il y aura Post-it avec Nathan qui est lead data scientist. Je sais encore moins ce que c'est. Voilà. Il travaille chez Dassault Systèmes. On a ma vie pro de merde. Vous savez, c'est les anecdotes que vous nous envoyez vous sur des anecdotes de votre vie pro de merde, des trucs à ni fait ni à faire. Ça, c'est toujours rigolo. On a Chris Macari. Je sais pas si vous connaissez. C'est un réalisateur de clips, notamment dans l'univers du rap. Il a travaillé avec Booba, il a travaillé avec plein de gens. Voilà. Et il nous parlera de son application en tant qu'enseignant dans une école qui s'appelle IESA Agriculture. On aura l'agenda pro avec Alix de MVP qui nous parlera d'un événement super intéressant qui va avoir lieu demain. Et il y a un grand chef qui s'appelle Eloi Spindler, que vous connaissez, voilà, qui nous parlera de l'univers de la gastronomie et notamment de son parcours à lui qui est assez incroyable. Voilà, qui est un passionné de cuisine depuis toujours. Voilà. Donc cuisine, science, industrie, enfin il y a plein de choses quoi. C'est pas relou le maquillage de quelqu'un en mouvement? Si, je pense. Si, 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 un peu, un peu. Un peu, un peu. Stayev, Eloi, tu l'adores, tu vois qui c'est? D'accord. Ben, il sera avec nous. Il est jeune, hein? Il a 30, 31, 32. Si la maquilleuse lui fait une blague avec un dessin sur le front, il peut rien faire. Ce serait drôle en vrai. Qu'est-ce que tu. Hmm. C'est quoi, c'est quoi ma vie pro de merde? En fait, bah, dans le chat tout à l'heure,
dans le chat tout à l'heure, dans la séquence, tu pourras aussi nous partager des anecdotes un peu folles, spéciales de ton taf. Et si elles sont sympas, on les lit au prochain numéro en vrai. Et c'est très très drôle, vous verrez celles que j'ai cette semaine, elles sont vraiment mignonnes. Ouais. Et donc ça, c'est les invités. Et dans les chroniqueurs, c'est-à-dire ceux qui vont nous accompagner toute l'émission, vous avez Ludovic B comme d'habitude. Vous avez Presea, dite l'éléphante du The Event. Et vous avez Raska aussi, que, euh, que j'ai découvert pour la première fois il n'y a pas longtemps, qui est venu faire un time-out qui était très brillant. Voilà. Qui est notamment un spécialiste de musique, mais pas seulement. Il va se prendre un pinceau dans l'œil. Non, parce que je suis avec une professionnelle. Pas mal, hein. Et ça, littéralement, c'est dans 7 minutes. Tenez-le, tenez-le. Merci, c'est gentil. Et je suis content de ce. Alors, MVP, pour ceux qui ne le connaissent pas, MVP, c'est une émission qu'on a lancée l'an dernier. Pour la première fois, c'est la deuxième saison. MVP, c'est Ma Vie Pro. Vous pouvez dire MVP aussi, hein. Mais MVP, évidemment, il y a un clin d'œil à la NBA. Ma Vie Pro, c'est une émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun puisse trouver la sienne. T'es collégien, t'es lycéen, en plus on est mercredi, t'es étudiant, tu sais pas ce que tu veux faire plus tard, et bien c'est une émission où 2 fois par mois, on va te présenter des métiers, des secteurs d'activité, des formations, des orientations, pour éventuellement te donner des idées, confirmer ou infirmer. Ah oui, oui, remarque, c'est un clin d'œil au gaming aussi, t'as raison. Des intuitions que vous pouvez avoir, et si tu travailles déjà, si tu es déjà salarié ou même à ton compte, mais que tu as envie de te réinventer ou d'embrasser de nouvelles aventures professionnelles, ça peut te donner aussi des idées, c'est un peu l'idée. En fait, on était parti du constat que dans les médias classiques, et même sur Internet, il n'y avait pas tellement de rendez-vous en fait. Ça va? Pas tellement de rendez-vous qui nous paraissent tout ça. Alors vous trouvez que je bouge beaucoup, mais je crois que j'ai jamais été aussi sage même. D'habitude, je bouge beaucoup plus. Hmm. Merci à toi. Bon les amis, c'est ok. Bonjour Samuel, excuse-moi, j'ai une question à te poser. Fais les journaux. Est-ce que tu fais les journaux cet après-midi ou pas? Non. Non, parce que j'ai un après-midi de fou. Et ce soir, ce sera du Skyrim. Voilà. Sugar, tu sais, tu m'avais promis les TC tout à l'heure. Est-ce que tu aurais l'occasion de me les envoyer maintenant? Parce que après, je vais partir sur le plateau de MVP. Et je pourrais plus les. Et je pourrais plus les envoyer à Vincent. Je sais pas si tu les as là. Parce qu'en fait, c'est le sommaire que je vous ai proposé ce matin, en fait. Tu les veux où? Bah, je sais pas, Ah, sur Twitter? Bah, peut-être tu peux me les envoyer en MP sur Twitch? Comme ça, je vais les envoyer à Vincent. Je vous explique, là on a notre joli sommaire qui est magnifique. Normalement le sommaire il enregistre les TC. Et en fait, donc là comme je suis pas sur mon setup d'habitude, on n'a pas les TC. Et donc, c'est l'oreillette? Merci à toi. Et donc du coup, Sugar très gentiment m'a dit, bah, je vais t'envoyer les... Ça marche Paul? Voilà. Sinon Sugar pour les envoyer à Vincent direct. Ah, salut Paul, ouais, je t'entends. Sinon Sugar pour les envoyer à Vincent direct. Ouais, sauf que j'ai pas son email en tête. Je vais lui envoyer un WhatsApp en fait. Merci en tout cas. Ah, je les ai. Merci. Attends. Merci Sugar. Bon, je fais ma petite cuisine en direct comme d'habitude. Donc je suis sur mon WhatsApp que vous ne voyez pas heureusement. Vincent. Hop. Tac. Donc je lui mets Vincent. Voici les TC. Les TC relevés par le commu. Comme je n'étais pas sur mon... Oh là là, que j'écris vraiment mal. Sur mon setup habituel. Ce ne sont pas les relevés automatiques. Je sais pas s'il comprendra, mais l'idée y est. Merci Sugar, grâce à toi, on aura une petite revue de presse en podcast audio tout à l'heure. Voilà. Ah, incroyable. Merci beaucoup. Super. Merci Sugar. Bon, les amis, je crois qu'on va être prêts. Vous avez vu, hein, c'est vraiment on voit que c'est artisanal. C'est surtout collectif.
C'est surtout collectif. Ce sera à quelle date les streams orientation dont tu as parlé? En fait, l'émission MVP, elle parle de tout ça. Elle parle notamment d'orientation. En fait, toute l'émission est consacrée un petit peu à cette thématique de quels sont les métiers cool. Enfin, en soi, un métier cool, ça veut rien dire, hein. Quel est le métier cool par rapport à toi, ton parcours, tes qualités, tout ça, quoi. Voilà. Même si à la fin, il y a une petite séquence qui est vraiment dédiée d'ailleurs au salon d'orientation. Voilà. Euh, voilà. Merci beaucoup, Sugar. Merci encore. Et ce soir, Skyrim, ok. Donc, les amis, 58, je vais aller rejoindre les amis. Ouais. Paul, c'est ok pour toi? Ok. Regarde, t'es où? Viens dire bonjour, Paul, parce que je vous parle toujours de Paul. Paul, le beau gosse que vous voyez là. Oh, t-shirt Nirvana en plus. C'est le rédacteur en chef de l'émission. Vous pouvez dire bonjour, hein. Voilà. Et Paul vient de me dire dans ma petite oreillette que je pouvais passer là-bas. Eh les amis, il fait toujours chaud ou pas? Il fait chaud? Ça va? Torse nu? Ok, d'accord. Ok, j'arrive. Euh, et donc là, MVP jusqu'à 13h. Ensuite, j'enregistre des petites choses. Il y aura une petite collab avec l'ami Jamie Gourmaud. Je fais un truc avec Jamie tout à l'heure. Après, une petite visite médicale par rapport à mes engagements e-sport, sportifs des prochains mois. Et ce soir, avec l'équipe de Phosphore que je vous ai présenté tout à l'heure, on se retrouvera dans le studio à la maison pour faire un petit stream Skyrim. Un petit stream Skyrim. La dernière fois qu'on a fait du Skyrim, c'était, à mon avis, samedi soir, quoi. Ok? Ouais, je vous abandonne. Je crois que j'ai tout. Attends, regarde. Je m'hydrate. Ouais, voilà. Let's go. Je crois qu'on est prêt. 10h59, je suis même pas en retard encore. Pourquoi ça mousse comme ça? Qu'est-ce que- Non, je pense qu'il y a du peg. J'ai dû mettre du peg dans mon. J'ai dû mettre du peg citron dans ma tasse. Bon, je fais des bêtises. Oh la vache, je fais que des conneries. Ok, je crois que j'ai tout. Ok, c'est bon, c'est bon. Regardez, je vous mens pas, regardez. Ça, c'est la tête. C'est ce que je vais boire. Putain, les gars, je vais être malade. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai fait. On dirait un demi, quoi. On dirait un demi. Je sais pas. En fait, je crois que j'ai versé un Red Bull sur un vieux café, ça a fait ça. Bon, allez, c'est bon, on y va. On y va.